Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Dans le podcast de cette semaine, nous allons nous intéresser à la résolution d'un système linéaire. Nous allons analyser la résolution par des méthodes directes pour une méthode dite pleine et une méthode qui est creuse, qui va utiliser une méthode bande. Par la suite, nous allons également nous intéresser au solveur itératif dans les prochaines semaines. Les fonctions à programmer étaient ici les fonctions renumber, qui vont donc renuméroter simplement les nœuds de notre maillage. Il y a également une fonction qui va calculer la longueur de la bande, et pour ce faire, nous allons nous inspirer de l'assemblage. Et ensuite, il y aura deux fonctions. Une fonction qui effectue l'assemblage de nos matrices locales dans notre système bande, et enfin, l'élimination de notre matrice bande, donc une élimination gaussienne. Nous pouvons maintenant nous intéresser à la première fonction, la fonction de renumérotation. Cette fonction va donc associer à la valeur de renumérotation un nœud. Nous allons donc initialiser d'abord un tableau qui va contenir l'indice des nœuds et qui va contenir en fait l'indice des nœuds triés de la façon dont nous le souhaitons. Pour ce faire, nous allons donc déclarer un tableau. Nous pouvons donc par exemple l'appeler mapping, car cela va correspondre à un mapping, tout simplement. On fait donc un malloc de size of, on va mettre des entiers dedans, et il a quelle taille? Le nombre de nœuds. Et bien, ce qu'on peut faire encore, c'est dire que chaque, déjà un i, donc i égale 0, i plus petit que de mèche n node, donc pour chaque élément de notre tableau. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que mapping i est égal à i pour le moment. C'est simplement la valeur de l'indice des nœuds. Et on va trier ce mapping suivant les coordonnées x ou les coordonnées y. Eh bien, pour pouvoir faire un tri et donc utiliser la fonction qsort, on doit avoir une fonction de comparaison. Donc si on fait notre fonction compare, pas oublier, elle prend un const void a, const void pointeur b, pour pouvoir les caster dans n'importe quel type. On n'oublie pas à quoi ça sert. Et bien là, on se rend compte d'un problème. C'est que si on veut faire une fonction de comparaison sur notre mapping, là, on ne connaît pas notre structure du maillage, on ne connaît pas nos abscisses, on ne connaît pas nos ordonnées. Donc une façon de s'en sortir est de déclarer une variable globale, qui va être par exemple un global array. Et ce global array va donc contenir l'adresse des abscisses ou l'adresse des ordonnées. Donc par exemple ici, dans le cas du x, on dirait que global array, ça serait de mèche x par exemple. Et on aurait pour la version avec y, simplement y. Et qu'est-ce qu'on devrait faire ici? Donc on devrait simplement faire un qsort de notre mapping. Alors on a de mesh n node éléments qui ont une taille, sont des entiers, et on utiliserait notre fonction de comparaison qu'on va designer tout de suite. L'avantage de faire ceci, c'est que si on regarde, pour le tri selon x et le tri selon y, on aurait vraiment quelque chose de pratiquement identique. Et alors, ensuite, on doit bien faire les différents breaks. Donc ici, attention, qu'il en manquait un. Ensuite, à la fin du switch, qu'est-ce qu'on ferait alors? Bien, on doit dire que on doit donner la numérotation au number. Donc comment on ferait ceci? Et alors ici, on ne doit pas mettre le int, comme il est déjà déclaré. Et donc, ce qu'on doit simplement faire maintenant, c'est dire que de mesh de number de mapping de i est égal à i. Et notre renumérotation sera donnée. Et bien maintenant, on peut faire notre fonction compare. Alors, on peut aussi, comme on fait déjà la renumérotation, en fait, on peut retirer la boucle for ici, qui n'est pas nécessaire. Voilà. Car quand on va arriver, comme on initialise bien notre mapping, comme étant finalement le mapping initial, bien, on n'aura pas de problème. On peut donc s'intéresser à notre fonction compare. Donc on doit d'abord faire le casting habituel, donc caster
l'adresse de A dans une adresse d'un entier et ensuite le passer en un entier. Donc on peut faire node A est égal ici, hop, on fait le casting dans la parenthèse, donc on a int étoile A. Donc tout ceci on le déréférence pour obtenir bien la valeur de A. On fait la même chose pour B. Voilà. Et ensuite on va regarder si la valeur dans le global array de nœud A elle est plus petite que la valeur dans le global array du nœud B. Et dans ce cas-ci on peut retourner la valeur 1. On n'oublie pas que les fonctions de comparaison renvoient à une valeur positive, négative ou 0 en fonction de la façon dont on veut trier. Donc ici c'est l'opposé, bien on met juste 1, on renvoie moins 1. Et ensuite, si on est dans aucun de ces deux cas, on renvoie 0. Et voilà. Donc on peut vite fait regarder si notre code marche. Ah oui, là attention, il manque quelque chose. Là, on a fait un malloc. Là, attention, on n'a pas free. Donc on doit bien libérer le mapping à la fin. Nous allons maintenant nous intéresser à calculer la bande. La bande est donc la distance maximale entre la diagonale et une valeur non nulle sur la ligne de la matrice. Alors on peut voir qu'avec une bonne renumérotation, on va diminuer la taille de bande. C'est ce qu'on cherche à faire. Si on affiche le spy de la matrice sans numérotation. Regardons ce qui se passe quand on renumérote par exemple selon les abscisses, comme c'est le cas sur la petite figure que vous voyez au-dessus. Eh bien, on observe que notre bande diminue très fort. Et quand on trie selon l'axe TY, bien, on a aussi une bande qui est plus faible. Et donc nous allons maintenant essayer de calculer cette bande sur base de la petite formule. Bien, comment on peut déduire la longueur de bande sans devoir construire cette matrice, sans devoir construire notre matrice globale? Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas construire notre matrice globale? Alors, déjà, si on construit une matrice globale, cela veut dire que ça prend de la place dans la mémoire. D'autre part, l'algorithme que nous devrions utiliser est finalement un peu bête. C'est que nous allons parcourir chaque ligne, et pour chaque ligne, nous allons devoir calculer la distance entre le premier nœud jusqu'à la diagonale, et ensuite de la diagonale jusqu'au dernier nœud. Et donc, c'est finalement un algorithme qui est assez peu efficace. Ce qu'on pourrait plutôt faire, c'est faire un peu comme nous faisons l'assemblage. C'est-à-dire, nous allons parcourir un élément de notre maillage et regarder l'indice de ces nœuds. Si on prend par exemple sur le dessin que vous avez en haut à gauche, le quadrilatère que nous avons tout en bas à gauche. Nous avons donc les nœuds 2, 9, 10 et 17. Et bien si on prend le nœud maximal et le nœud maximal, nous avons donc 2 et 17 et nous savons que nous aurons donc une bande maximale qui vaudra 15 pour cet élément-là. Et si on fait la numérotation, et bien ce dont on se rend compte, c'est que ce nombre tombe donc à 0, 10, 1, 9, bah, on aura une taille de 10. Alors juste une différence de position. Et donc on va essayer de prendre cette idée-là pour trouver notre longueur de bande. Je tiens à faire juste remarquer ici que je n'ai pas fait le plus 1 qui est nécessaire au calcul de la bande quand j'ai expliqué le petit exemple. Et donc, comment on va programmer cela? Bien, on commence par initialiser la longueur de bande et on va dire qu'elle vaut 0 initialement. Ensuite, on va parcourir chaque élément de notre maillage. Donc on va mettre un indice sur le nombre d'éléments. Et on sait récupérer le nombre d'éléments très facilement, comme ceci. Voilà. Ce qu'on peut ensuite faire, c'est aller chercher l'élément sur lequel on travaille. Et bien pour ce faire, on va stocker son adresse. Et donc on va dans le maillage, dans lm. Ici on va faire nLocalNode fois ilm. Mais là attention, on n'a pas encore déclaré nLocalNode. On va le faire tout de suite. nLocalNode qui est égal donc à TheMesh nLocalNode. Voilà. Et bien ici, il faut faire attention, c'est que nous avons une renumérotation qui a été utilisée. Donc nous allons construire notre mapping. Et donc on utilise un indice J par exemple, J qui est donc plus petit que nLocalNode. Et on va donc construire le mapping. Le mapping J est égal à TheMesh number. Et là, on va chercher les nœuds qui sont dans notre mapping, dans notre élément, pardon. Et on aura donc le mapping qui correspond avec la bonne renumérotation.
il faut encore initialiser le mapping. Donc ici on peut dire map, on peut dire que c'est de taille 4. Pourquoi est-ce qu'on peut juste faire ça? On sait qu'on traite des triangles et des quadrilatères. Donc initialiser comme ça avec un tableau statique est tout à fait convenable. Et ensuite on va calculer donc dans le mapping la valeur du nœud maximal et la valeur du nœud minimal. Donc on va faire myMax égale, on initialise à valeur 0 du mapping, et myMin qui est map 0 également. Et bien on doit également les initialiser. Donc ça on peut le faire ici par exemple. Min et myMax. Voilà. Et ensuite on va simplement parcourir notre mapping, mais cette fois on peut commencer à l'indice 1, j qui est donc plus petit que n local node, plus j. Et bien là, hop, on va faire myMax. myMax c'est égal à fmax, le maximum entre deux nœuds. Alors là, regardez, notre fonction fmax, normalement elle renvoie un double, elle doit prendre des doubles. Donc ce qu'on peut faire, on peut caster tout cela. Donc on peut mettre la sortie qui va être castée ensuite en int pour être donnée à myMax. Et ici on peut caster en double myMax ou double myMin. Alors comme non, pas myMin, mapj, pardon. Une autre façon de faire est d'utiliser une syntaxe un peu particulière. Cette syntaxe est de mettre une condition ici suivie d'un point d'interrogation et les deux valeurs que nous pouvons retourner. Donc si la condition est vraie, on renvoie la première valeur. Si la condition est fausse, on renvoie la seconde valeur. Et donc, on aurait par exemple la condition suivante, dire que myMin est plus grand que mapj. Et bien si cela est vrai, ça veut dire que myMin doit être égal donc à mapj. Et dans l'autre cas, c'est simplement myMin est égal à myMin. Voilà. C'est une façon également d'obtenir exactement la même chose. Et vous voyez, c'est même un tout petit peu plus court et on n'a pas tout le cast à faire de myMax. Je vais donc garder cette version-là. Ensuite, on va regarder si notre taille de bande est plus grande. Donc on va dire myBand est égal à... Et là, on va de nouveau faire ce système de conditions. On va regarder si la taille de bande qu'on a calculée précédemment est plus petite ou plus grande à myMax moins myMin. Donc mon indice maximal du nœud moins mon indice minimal de nœud. Et bien si c'est vrai, c'est-à-dire qu'on va renvoyer donc la valeur myMax moins myMin dans la bande. Et si ce n'est pas vrai, on voit simplement myBand. Donc vu dans la définition de la fonction, que la taille de bande est obtenue comme étant le maximum des indices ij plus 1 quand on isole le bêta. Et donc ce qu'on peut faire, simplement ici au lieu de renvoyer myBand comme ça, on renvoie plus myBand. Comme ça on effectue d'abord l'itération de 1 dans myBand. Et on obtient comme ça une implémentation du calcul de la bande. Nous pouvons nous intéresser maintenant à l'assemblage de la matrice bande. Pour ce faire, nous partons de l'implémentation de la matrice dense et nous allons adapter pour construire notre matrice bande. Rappelez-vous donc bien que nous traitons une matrice qui est symétrique définie positive et donc nous allons uniquement stocker la partie triangulaire supérieure car nous allons faire les opérations de la partie triangulaire inférieure en faisant appel aux symétriques quand cela est nécessaire. Et donc, ce que nous allons faire est un processus d'assemblage tout à fait classique. Donc on va d'abord récupérer l'indice de notre ligne qui est contenu en fait dans map i. Ensuite on peut faire l'assemblage du terme indépendant, donc le terme b. Alors ici, attention à ne pas casser toutes mes accolades. Voilà. Et voilà. Ensuite donc on fait notre première boucle. Ensuite on a la deuxième boucle imbriquée qui fait donc l'assemblage de la matrice. Donc là on peut récupérer l'indice de colonne, puis vos maps J. Et bien ici, qu'est-ce qui se passe? On veut uniquement assembler notre matrice, mais dans la partie triangulaire supérieure. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire ça partout. Donc en fait, c'est uniquement dans le cas où myColonne est plus grand ou égal à myRow. Dans ce cas-là, on peut effectuer
l'assemblage. Pour faire notre implémentation de l'élimination gaussienne, nous allons donc nous inspirer de l'implémentation des matrices denses. Donc regardons ce qui se passe dans notre élimination gaussienne. Bien, premièrement, nous avons donc le parcours de chaque ligne et on va regarder si le pivot est nul. Si le pivot n'est pas nul, tout va bien et on peut appliquer notre algorithme et notre décomposition est lue. Alors normalement dans l'algorithme dense, on doit effectuer cela jusque size. Mais en fait, comme notre matrice est une matrice bande, ce n'est pas le cas. Nous pouvons nous arrêter bien avant. Donc on peut calculer le Jn qui va représenter cette distance. Là, faites très attention, c'est qu'on aurait envie de dire que c'est simplement k plus bend. Bien, si on fait ça, on va aller trop loin dans notre matrice quand on arrive sur les derniers éléments de notre matrice, car nous allons aller lire des endroits qui n'existent pas, ou qui ne sont simplement pas bien alloués. On doit donc prendre le minimum entre k plus bande et la taille de la matrice. Bien, comment on fait ça du coup? Bien, on va regarder si k plus bande est plus petit que size. Si c'est le cas, on prend k plus bande, et si ce n'est pas le cas, on prend size. De cette façon, nous sommes sûrs de ne jamais aller lire des informations qui ne sont pas disponibles. Et donc ici, on remplace par Jn. Alors là, on essaie de lire le facteur AIK. Mais ça, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, AIK n'a pas été déclaré. On a uniquement stocké la partie triangulaire supérieure de notre matrice. Mais heureusement, on sait que notre matrice est symétrique. Donc en fait, la valeur AIK correspond à la valeur AKI. Ensuite, de manière tout à fait semblable à précédemment, on ne doit pas faire nos opérations partout. On va uniquement les faire sur J qui commence à I jusque Jn. Nous faisons donc notre décomposition ILU de cette façon. Ensuite, on va effectuer notre substitution arrière. Et alors, lorsqu'on effectue notre substitution arrière, on va avoir de nouveau la même chose. Donc, on va calculer notre indice Jn qui, hop, peut reprendre l'expression ici. Attention, ce n'est pas un indice K, c'est un indice I. Donc là, attention, on doit bien mettre I également. Donc on ne doit pas aller jusqu'au bout de size, on doit aller jusque Jn. On calcule notre facteur. Et ensuite, hop, on calcule le BI qui correspond. Et on renvoie bien la valeur dans myband B. On peut donc compiler ce code et on obtient la solution suivante. On peut regarder donc le spectre de la matrice. On peut regarder différentes numérotations. Et à chaque fois, vous pourrez observer dans le terminal le temps d'exécution. Cela clôture donc ce podcast. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes sur Radio Gazoo. Bonne semaine!